Donc, merci d'être là. Moi, je suis Michèle Thériault, la directrice de la galerie puis la commissaire de cette exposition. Olivia est là-bas. C'est elle. Bonsoir. L'artiste. Merci. Bonsoir. Et puis, bon, on va faire une visite, mais c'est pas une visite genre un arrêt à chaque œuvre. Hein. On fait pas souvent ça. Et puis, c'est un peu impossible avec le travail d'Olivia parce que il y a des œuvres qui sont de 22 heures, en fait. On pourrait passer de nombreuses heures devant les œuvres, mais et je présume peut-être que vous avez fait le tour un peu, que vous avez déjà connaissez peut-être un peu son travail. Enfin, sinon, vous connaîtrez mieux. Donc, Olivia est une jeune artiste et elle a été formée à l'UQAM, dans le programme des arts à l'UQAM. Et elle a commencé à exposer étudiante toujours. Et d'ailleurs, plusieurs des œuvres dans cette exposition sont des œuvres qu'elle a réalisées étudiante, ce qui est assez exceptionnel dans une exposition qui... je ne vais pas utiliser le terme bilan parce que j'aime pas du tout ce terme-là, hein, bilan financier, c'est à ça que ça me fait penser. Ni rétrospective parce que c'est beaucoup trop tôt de parler de ça, mais on regroupe ces œuvres, on les rassemble puis on y réfléchit. Et c'est toujours intéressant de ce genre d'exposition où on met en espace un groupe d'œuvres réalisées par un artiste. On n'a pas voulu que la mise en espace soit chronologique, bien que dans cette salle, c'est des œuvres, est-ce que j'ose dire, de jeunesse. C'est quand même un peu des œuvres qu'elle a fait 2005, 2006, en 2007, mais il y a aussi cette performance qui se fait maintenant, là, tout au long, cette performance qui est en cours en ce moment, hein, Lying Bodies, Standing Bodies, qui va se dérouler tout au long de l'exposition. Donc jusqu'à la mi-avril, tous les jours d'ouverture de la galerie. Avant de laisser Olivia parler, puis parce que bien sûr, elle va aussi vous parler de son travail, je voulais un peu vous dire pourquoi je me suis intéressée à ce travail. Si vous connaissez un peu la programmation de la galerie, vous comprendrez qu'on s'intéresse à la performance, à la vidéo, mais ça, c'est des médiums. Hein? Mais l'imbrication des deux, on a déjà fait des expositions ici d'artistes de la performance. Comme Martha, comment elle s'appelle? Martha Wilson, excusez-moi. C'est pour ça que Marina est là, j'oublie souvent les noms. Et donc, aussi, donc on s'intéresse au travail dans le temps long, et le travail d'Olivia nous propose un temps long. Hein? Dans son travail, jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'elle produise l'œuvre Brèche, qui a été produit en 2010, 2011, c'est ça? 12. Oui, 2012, excuse-moi. Je devrais connaître cette date-là, où là, elle ouvre vers autre chose. Donc, ce n'est plus le plan séquence, mais dans ces œuvres que vous avez ici, il y a ce qu'on appelle un plan séquence. Moi, parfois, je dis un plan fixe, avec elle-même qui se met à l'épreuve, en fait. Parce que je ne veux pas utiliser le terme mettre en scène, elle se met à l'épreuve dans ses performances réalisées pour la vidéo. Mais il y a aussi un travail, j'en parlerai tout à l'heure, où elle performe live avec la vidéo aussi, qui est un peu autre chose. Donc, ce travail, pour moi aussi, est un travail sur l'image. Alors, s'il y a une dimension sociale, c'est là qu'on la retrouve parce que c'est un cliché de dire, et c'est vrai qu'on est il y a un nombre innombrable d'images, il y a une immersion dans l'image, on ne sait plus quoi faire de l'image. Et le travail d'Olivia fabrique des images à travers la vidéo, la performance, et nous sommes devant des images qui exigent beaucoup du regardeur, d'une certaine manière, parce que, comme je dis, c'est des gestes ou des poses qu'elle tient dans le temps. Donc, il y a des transformations, mais des menus transformations dans ce travail-là. Alors, dans ce qu'on voit dans cette salle-ci.
Alors voilà, et donc réfléchir sur l'image est toujours quelque chose qui nous imbrique, nous fait participer à la vie de la société, à la vie sociale, si on veut. Aussi, il y a tout un travail qu'on a fait toutes les deux dans la mise en espace. Et pour moi, comme commissaire, ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, la mise en espace. Aussi, la mise en espace d'une exposition se fait toujours en fonction d'un lieu. Et un lieu précis, ce lieu est la galerie ici. Et il y a un lien à faire entre ce travail et d'autres expositions de vidéos comme Jesper Just ou Nelson Henriks et d'autres artistes. Et j'aime bien ces liens qui peuvent se faire avec d'autres expositions qui sont déjà faites ici. Et comme l'expérience n'est jamais la même. Aussi, dans l'espace de la galerie, le fait qu'on puisse regarder ces œuvres et aussi voir des fragments ou des segments ou des lamelles d'autres vidéos d'Olivia fait qu'on a une expérience, cette contamination. Ce rapport entre les œuvres est toujours unique. Alors voilà, donc j'aimerais peut-être demander à Olivia de peut-être nous parler un peu de ses premières œuvres et de ce travail dans le temps, autour du corps. Et peut-être avant que tu abordes, je voudrais juste expliquer un peu, pas vous expliquer, mais l'exposition s'intitule « L'oscillation du visible ». C'est un travail, en fait, pour moi, comment on peut résumer ce travail-là? Quel est le sujet ou problématique, ou je ne vais pas utiliser thématique, mais c'est vraiment un travail autour du visible. Et le visible, ça comprend le vivant, le non-vivant, parce que ce travail autour du temps se fait aussi avec des choses comme des mouchoirs ou l'animal. Alors, ce n'est pas uniquement l'humain, parce qu'on a d'autres œuvres dans l'exposition où on retrouve un cheval dans son box ou des mouchoirs dans la salle à côté. Alors, je te laisse un peu parler, puis on continuera à partir. Au début, le travail a été... Le travail a commencé de manière tout à fait intuitive, évidemment, étant donné l'âge que j'avais. Je n'avais pas énormément de connaissances, même concernant la vidéo, l'histoire de la vidéo, l'histoire de l'art en général. Donc, ça a commencé très simplement avec le fait d'avoir une caméra entre les mains puis de me demander quoi filmer, comment le filmer, puis de chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire filmer, qu'est-ce qui se passe dans l'image cadrée, dans la durée du médium. Puis la manière la plus facile, accessible pour moi au tout début de ce travail-là, ça a été d'utiliser mon propre corps. C'était une manière, premièrement, d'avoir une pratique très intime, très refermée sur elle-même, où j'étais la seule personne conviée dans le processus. Mais aussi une manière d'expérimenter puis de tester toutes sortes de choses puis d'avoir énormément de liberté. J'étais la seule personne qui subissait les conséquences de ma production, les contraintes. Je n'avais pas besoin de diriger des acteurs, par exemple, ou ce genre de choses. Puis, très rapidement, en fait, j'ai commencé par m'intéresser à ce qui était le plus basic dans le médium, c'est à savoir la durée, le cadre, et de voir... de trouver une manière d'explorer ça le plus simplement possible. Pour moi, ça a été le plan fixe. Ça a été de placer la caméra sans la bouger pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire cadrer, qu'est-ce que je choisis d'intégrer à l'image, qu'est-ce que je choisis de ne pas intégrer, comment mon corps peut s'inscrire dans ce cadre-là ou ne pas s'inscrire. Puis ensuite de ça, la durée. Une fois que j'ai cadré, une fois que j'ai choisi ce qui était représenté, qu'est-ce qui se passe quand on le met sur la durée? Qu'est-ce que le temps fait à cette image-là que j'ai composée soigneusement, si on veut? Parce qu'il y a toujours la possibilité de contrôler le cadrage, mais on contrôle difficilement ce qui se passe sur la durée une fois qu'on a cadré. Puis ça, je trouvais ça fantastique parce que ça me permettait d'être surprise moi-même par ce qui se produisait dans l'image. Je pouvais contrôler parfaitement une composition, mais à partir du moment où la caméra était en marche, je ne contrôlais plus du tout, puis j'étais surprise moi-même par ce qui se passait, par la manière que ça se développait, par la manière dans ce cas-ci, la manière qu'avait le corps de réagir à la durée.
c'est un peu comme ça que le travail a commencé. Puis comme je le répète, c'est absolument complètement intuitif. Il y avait pas de... J'avais aucune culture vidéo presque quand j'ai commencé à faire de la vidéo parce on arrive au bac, on ne sait pas grand-chose, puis on essaye toutes sortes de médiums, puis c'est comme ça que ça a commencé. Ben, aussi, et dans cette salle, tu as commencé comme ça, puis tu as mentionné le contrôle à plusieurs reprises, et donc on a aussi cette performance avec deux interprètes où ce contrôle-là n'y est plus. Alors, exactement, ça c'est vrai pour la performance, c'est vrai pour l'œuvre qu'on va voir, qui est la dernière qui a été réalisée. En fait, c'est pratiquement à partir du moment où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, tranquillement pas vite, j'ai laissé tomber des choses. J'ai invité des gens dans la pratique. J'ai multiplié les choses. Donc, je ne travaillais pas juste sur le cadre et la durée, je travaillais sur le cadre et la durée et le montage. Je suis vraiment je suis vraiment rentrée dans le médium de manière assez comme bonne élève, en m'attachant à une chose à la fois pour les cumuler. Dans le cas de la performance, c'est pas la première fois que j'invite des interprètes, que je filme des interprètes, mais c'est la première fois qu'une performance n'est pas réalisée par moi-même. Puis, pour ça, j'avais besoin, en fait, c'est une performance sur la durée, à tous les jours, toute la durée de l'exposition. C'est quelque chose que j'ai déjà fait ici, à la galerie même. On le verra dans une œuvre qui est au fond, où je suis restée 6 heures par jour, tous les jours, 5 jours semaine, pendant toute la durée de l'exposition. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc c'est quelque chose que je sais que je suis capable de faire. À cause de ça, la question du risque est pratiquement plus là. Il n'y a plus de risque pour moi à me lancer dans une telle entreprise parce que à quelque part, je la connais, je l'ai déjà fait. Là où il y a un risque, pour moi, par contre, c'est d'inviter des gens à se lancer dans cette entreprise-là. Pour moi, c'est d'inviter d'autres sortes de corps, d'autres sortes de personnes, mais aussi d'autres lectures de la performance, parce que les gens arrivent avec leur propre interprétation de ce qu'est la performance, qui ne correspond pas nécessairement à ce que moi, j'aurais envie de mettre là-dedans. Puis ça m'amène à me confronter à ces corps-là, à ces personnalités-là. Puis pour moi, ça, c'est de prendre un risque. Puis je trouve ça assez intéressant d'ouvrir le travail dans ce sens-là. Parce que, puis on peut le voir même dans les œuvres, à force de performer, on développe une espèce d'attitude où, disons que j'étais capable de trouver rapidement mes marques dans la performance, d'avoir rapidement de savoir quel état j'avais besoin d'aller chercher, qu'est-ce que ça voulait dire, combien de temps je serais là, puis comment je gérerais cette durée-là. Donc rapidement, il y a comme un confort, puis aussi une attitude, puis des trucs qui se développent, presque pas une recette, mais quelque chose comme ça, qui fait qu'à un certain moment, ça devient moins intéressant, en tout cas pour moi. Donc le fait d'inviter d'autres gens à le faire à ma place, ça permet de renouveler à quelque part la pratique dans le processus même, puis ça me permet de retrouver une position qui n'est pas si confortable que ça. Pour moi, c'est d'être celle qui est un peu la metteur en scène, et puis ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai pas vraiment d'expérience ou j'ai peu d'expérience, puis ça devient intéressant parce que c'est un défi à ce moment-là. Mais dans la performance, ici, il y a le maintien de la pose. Hein? Il y en a une personne allongée, une personne debout, qui est quand même dans la même... je veux dire, il y a une continuation de ce travail-là dans ce sens-là, tandis que... Je ne vais pas utiliser le terme cassure, là, parce que tu ne veux pas entendre ça, mais je veux dire de l'autre côté, mais je ne veux pas tout de suite qu'on parle de la vidéo, parce qu'on va aller dans cet espace-là pour en parler, mais c'est intéressant que dans la performance non effectuée par toi, il y a toujours cette question de la pause et de l'endurance et du temps. Hein? Donc, toutes les vidéos dans lesquelles je performe et toutes les performances que j'ai faites, je commençais toujours avec une image de départ, avec une pause de départ, pour me rendre compte, une fois dans la performance, très rapidement, que mon corps ne pourrait pas le supporter.
à partir du moment où je me rends compte que mon corps ne peut pas le supporter, par exemple, ici, quand je suis à 4 pattes dans le pelage, après 5 minutes, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas être comme ça pendant 5 heures. À partir du moment où je me rends compte que mon corps ne peut pas le supporter, je suis obligée de négocier la pause. Ça veut dire que faut que je me donne des permissions. OK, alors je vais me mettre sur les coudes. Alors je vais m'allonger juste un peu. Alors je vais m'allonger complètement. Alors à partir du moment où je sais que je ne peux pas tenir la pause, mon jugement entre en jeu. Je prends des décisions. Mes limites physiques dirigent ces décisions-là. Sauf que c'est moi qui performais, donc j'avais le contrôle. Ici, en passant la performance à d'autres interprètes, ils sont confrontés à exactement la même chose. À partir d'un certain moment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas maintenir cette pause-là. Les gens ne sont pas une image, le corps ne peut pas faire image, puis ils sont amenés à devoir négocier la pause. Et puis c'est là que moi, je perds le contrôle, là où je l'avais, d'une certaine manière. C'est moi qui décidais quelles pouvaient être les autres options, quelle pause le corps pouvait prendre. Maintenant, il faut que je fasse confiance aux gens que j'ai invités, et puis c'est eux qui vont négocier la pause. Donc, c'est leur corps, leurs limites, leur subjectivité qui va se mettre à habiter cette pause-là. Donc, même si la pause, elle est très statique, il y a une mutation dans le temps, puis il y a une déformation de la pause initiale parce qu'elle est impossible à tenir pendant 6 heures. Puis c'est ça aussi qui est intéressant avec le passage de la performance vers d'autres interprètes, c'est que ces gens-là apportent leurs propres contraintes, leurs propres limites et leur propre subjectivité. J'allais rajouter aussi que je ne dirais pas que le travail se fait dans le silence, hein, parce qu'il y a plusieurs vidéos où il y a du son, c'est-à-dire c'est souvent des bruits ambiants, mais il n'y a pas de parole. Cette personne qui est représentée, qui est toi, la parole ne fait pas partie de ton travail pour le moment. Là. Même dans la nouvelle vidéo, il y a des regards qui sont assez chargés, mais il n'y a pas de parole. Alors, il y a une œuvre très intéressante à l'entrée, Your Piece, où la femme de profil, toi encore, je ne dirais pas c'est une conversation, mais on sent qu'il y a un dialogue quelconque. En fait, tu parles à quelqu'un. Et c'est c'est émotif. Hein, il y a des larmes qui coulent à un moment donné, mais c'est toujours muet. C'est sans parole. Je veux dire, les paroles sont là, mais on ne peut les entendre. Alors, elles ne sont pas accessibles à la personne qui regarde l'œuvre ou qui en fait l'expérience. Est-ce que tu dirais quelque chose là-dessus, sur la parole? Le titre de l'exposition, en ce sens-là, me semble vraiment tout à fait pertinent par rapport aux choses auxquelles moi je suis attachée. Mm-hmm. C'est-à-dire que la même manière que je travaillais très graduellement en m'attachant d'abord au cadre, puis ensuite au corps, puis ensuite à la durée, je me suis concentrée sur ce qui était sur le visible, sur l'image, le travail de l'image, puis notre manière de percevoir l'image. Puis pour moi, la parole, c'est quelque chose qui est de tout autre ordre, les mots, pas juste la parole, mais même l'écrit. Tout ça, c'est des choses qui sont de tout autre ordre, qui sont aussi soumis à la perception, mais qui sont d'un autre ordre. C'est une autre question pour moi. Puis on dirait que pour vraiment attirer l'attention sur une image, comment une image évolue, comment elle se transforme ou non, à quel rythme elle peut se transformer, c'est important pour moi d'être vraiment focusé sur l'image, puis de laisser tomber ces choses-là, laisser tomber le dialogue pour attirer l'attention sur ce que je jugeais essentiel, ou en tout cas les questions qui m'étaient importantes à ce moment-là, au moment où je travaillais. Je ne dirais pas qu'il n'y aurait jamais de parole un jour, peut-être, mais en tout cas, dans le travail qui est ici, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée. Puis, dans cette œuvre-là, à quelque part, j'aborde la question par l'absence de parole qui est quand même là. Peut-être justement pour poser la question de qu'est-ce qui peut être compris, perçu, avant d'entendre les mots.
qu'est-ce qu'on peut lire avant d'avoir l'explication, ou d'avoir le discours, ou d'avoir... puis j'ai l'impression que dans l'œuvre, il y a moyen de percevoir quelque chose, il y a moyen de comprendre quelque chose. Ceci dit, souvent, ce qu'on comprend va être gorgé de notre propre expérience, de nos propres mots, de nos propres histoires. Quand je dis « nous », je parle du spectateur, je parle de la personne qui va être devant l'œuvre. C'est elle qui va apporter la narration à cette œuvre-là. L'œuvre qui s'appelle « Your Piece », qui est pour cette raison-là, à quelque part, parce que c'est le spectateur qui va écrire le texte. Moi, ce que je fournis, c'est une image qui évolue, c'est une tension dramatique, parce qu'il y en a une, là, même si elle est quand même réduite, qui est modulée dans la durée, dans les 16 minutes que dure la vidéo. Puis, pour moi, il n'y a pas, parce que je sais que peut-être que tu t'en vas là, mais peut-être que non plus, mais pour moi, il y a moyen d'avoir une présence, d'avoir un sujet, un individu, au-delà de la parole. Avant la parole, je pense qu'il y a déjà il y a un corps, une présence, un individu, un sujet, même si ces femmes et ces hommes-là ne parlent pas. Ils sont d'une certaine manière hors du langage, mais donc cet être-là, ou ces êtres qui sont toi dans la plupart, est-ce un être social? Grosse question. Ben oui, parce qu'ils sont un peu chargés ils invoquent des lectures qui sont connotées socialement ou qui sont apportées par nous, mais ils sont complètement sociales. Dans la construction des images, il y a toutes sortes de choses qui sont qui viennent de comment socialement on perçoit les images, comment on les comprend, comment on voit le corps de la femme, donc à quelque part ils sont très sociaux d'une certaine manière parce que ils sont remplis de ces codes-là. Pelage et peinture, il y a beaucoup de connotations, là. Oui. Mais dans une œuvre comme Vache, c'est un peu différent, là, non? Ben oui et non. Tu sais, c'était pas naïvement que je suis allée m'attacher à une vache. J'étais quand même très consciente de la possibilité des lectures anti-féministes ou féministes qui sortiraient de cette affaire-là. J'ose espérer que ce n'est pas l'unique lecture. En fait, c'est ça mon objectif, c'est que rapidement, on dépasse ces lectures-là. Mais n'empêche que je pense que ça reste un geste, le fait de s'attacher à un animal qui dérange un petit peu nos conceptions sociales, premièrement de la position de l'animal, de la position que l'animal devrait avoir par rapport à nous-mêmes, qui devrait être attaché, de quelle manière, puis qui va guider qui. Puis c'est un peu ça la question qui est posée dans cette œuvre-là, c'est est-ce que c'est la vache qui guide ou est-ce que c'est moi qui guide? Donc pour moi, ça l'est social. Est-ce que c'est pas que la vache te tire comme ça aussi facilement, tu retiens aussi la vache. Oui, c'est un peu une négociation, en fait. Pour passer à autre chose, je me disais que dans Vache, on te voit... enfin, il me semble que tu regardes directement la caméra. Oui. Hein, dans Vache. Oui. Ce qui est moins le cas dans Pelage. Bon, enfin, là, tu nous regardes un peu. Là, je sais pas. Non, j'ai l'air d'être dans le beurre un peu. Oui. Bon, la peinture. Mais on peut peut-être passer de l'autre côté, en fait, oui. parce que je voulais un peu parler de ça, de la caméra de l'autre côté. D'accord. Je voulais un peu parler de... J'aime beaucoup cette œuvre-là, mais je les aime toutes, mais celle-ci en particulier. Et vous allez voir, à un moment donné, quand elle a fini de s'essuyer, elle retourne dans la douche. Il y a une caméra qui... enfin, on se pose un peu la question où elle se trouve, cette caméra-là, mais enfin, on comprend après qu'il y a un miroir. Mais elle nous fait face. Et je trouve ça intéressant que dans certaines de tes vidéos, il y a ce regard de la caméra qui nous regarde, que nous regardons. Et c'est le cas aussi, ce jeu-là, et dans les deux performances que tu as fait live, qu'on a mis sur 2 moniteurs derrière, dehors et salle C. Il y a un lien entre ça aussi, la nouvelle œuvre vidéo, Femme allongée, où à un moment donné, tu apparais
dans la vidéo, Femme allongée, où tu as un Polaroid et tu photographies, en fait, tu photographies le regardeur, mais tu photographies la femme, en fait. Alors, ce dédoublement est vraiment intéressant. Et donc, parce que c'est intéressant que dans notre travail, on est en attente, c'est long, on est devant, l'action est répétée, puis en même temps, on est consciemment regardé. Je veux dire, tu prends la peine de nous dire, vous êtes regardé. J'aurais voulu que tu parles un petit peu de ça, de ce regard-là de la caméra. Ben, je ne sais pas si je prends la peine de dire vous êtes regardé ou si j'ai envie de dire vous êtes présent ou je m'adresse à vous, en fait. Parce qu'il y a toutes sortes de stratégies que je tente dans le travail pour essayer d'intégrer le spectateur d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans Your Piece, le fait qu'il n'y ait pas les mots, c'est une façon de le faire. C'est une façon de creuser un vide pour que le spectateur puisse entrer, puis s'essayer à sa propre compréhension du travail. Puis il y a, de manière aussi, je pense, récurrente dans les œuvres, des moments où le spectateur est regardé directement, ou dans ce cas-ci, la caméra est pointée sur lui, ou dans la performance salsée, le spectateur pouvait passer devant la caméra, donc être intégré à l'image vidéo. C'est une manière de tenir compte de cette troisième constituante-là, dans ce cas-ci, où il y a moi, mon corps, l'action, il y a l'œuvre, l'image vidéo, puis il y a le spectateur. Puis c'est un peu la rencontre de ces trois constituantes-là, pour moi, qui fait arriver l'œuvre. Je sais que ça peut avoir l'air d'être à la limite de la confrontation. Là. Je vous observe, mais c'est aussi une manière de révéler le dispositif. Donc, c'est pas tout ça, le dispositif est ouvert. Donc, la performance, la caméra, le spectateur, tout ça devient lié. Ou en tout cas, c'est une tentative de lier toutes ces choses-là à travers la composition de l'image avec la caméra de cette manière-là devant un miroir. On pourrait parler un petit peu de contingence qui est dans ton travail. Tu vois un peu ce que je veux dire, ce qui peut arriver, n'arrive pas, arriverait. Tu en as un peu parlé quand tu parles de maintenir la pause, mais ici, on le voit très bien autour de cette personne, cette femme qui s'essuie, puis à la fin, ça dure presque 1 heure, hein, c'est ça? Ça dure presque 1 heure, puis à la fin, bien, la peau est rougie et tout ça. Mais c'est qu'au fond, tu commences et puis tu ignores absolument le résultat de cette chose-là. Hein? Oui et non. J'ai toujours... évidemment, je mets tout ça en scène en ayant une espèce d'intuition de ce qui va se passer. Dans le cas de douche, ils ont tous un peu des rythmes et des métabolismes un peu différents. Là. Dans le cas de douche, pour moi, c'est clairement une espèce de dépression de la forme. On commence, la peau est en santé, la serviette est impeccable, puis on fait le rituel de l'hygiène. Mais ce rituel-là, à mesure qu'il est répété, il y a une espèce de dépression, tout est moins joli, la serviette devient pleine d'eau, elle devient lourde, elle n'essuie plus, la peau est rougie, irritée, la femme a un air de bœuf. Il y a comme une espèce de... Pour moi, je commence avec quelque chose qui est tout contrôlé, qui est une belle composition propre, où tout a sa place, puis tranquillement, sur la durée, tout ça se transforme. Puis dans ce cas-ci, je trouve que c'est vraiment une dépression. Là. Tranquillement, pas vite, la forme est de moins en moins claire, les gestes sont moins précis. Dans le cas des performances, comme pelage, par exemple, c'est différent parce que je commence avec une pose qui est très claire, avec une image pratiquement statique, fixe, qui peut comme marquer notre esprit, puis tranquillement, pas vite, elle se déforme, puis elle s'ouvre, une pose s'ouvre sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, mais on revient parfois à l'image, on la perd, donc c'est un aller-retour. Donc c'est une espèce d'évolution un peu différente. Dans peinture, qui est peut-être un petit peu plus près d'ici, on commence, tout est resserré, le chien est droit, le corps est droit, puis sur la durée, ça se disloque, il y a une espèce
d'espace qui se crée entre le chien, le corps et tous les accessoires. Fait que ça évolue toujours de manière différente sur la durée. Ça réagit de manière différente à la durée selon ce qui est mis en jeu, selon l'action. Voilà. Puis, on ne peut pas vraiment aller de l'autre côté, mais il y a eu, je vais parler un peu de ces deux œuvres qu'on a présentées sur 2 moniteurs. Donc, elles ont un statut un peu différent parce qu'on ne les a pas présentées en projection. Non plus les avons-nous présentées sur des écrans plats. Et c'est des œuvres qui sont un peu... c'est quoi exactement ce qu'on présente de l'autre côté là, sur ces 2 moniteurs? Est-ce que c'est un fragment d'une œuvre déjà, d'une performance déjà réalisée? C'est un élément constituant. Et juste pour vous expliquer un peu, il y a plusieurs années, en fait en 2007, Olivia a réalisé une performance dans cette salle qui s'intitulait Salle C. Hein? Maintenant, c'est la salle E, mais c'est pas grave. C'était la salle C à l'époque. Et puis, dans cette performance, c'est ça, il y avait cette imbrication vidéo-performance qu'il y a dans ce travail-là aussi, mais là, la performance était live, était en direct. Elle a été là pendant toute la durée de l'expo, tous les jours, assise sur un banc, d'ailleurs, un banc comme ça, et de billets dans la salle. Et derrière elle, il y avait une caméra fixée sur le bas de son dos, fessier, si on veut, et qui retransmettait l'image captée sur un grand écran devant elle, donc à l'entrée ici. D'habitude, il n'y a pas ce mur-là. Et donc, la personne qui entrait dans cette salle voyait, en fait, le derrière d'Olivia, si on veut, le bas de son dos et tout ça, et avec la même paire de jeans qu'elle portait, c'est la même tous les jours et tout, habillée pareil, et contournait ça, et là, était face à cette personne assise-là, mais qui, dans l'écran, la projection sur l'écran, on ne pouvait pas l'identifier parce que c'était juste le bas de son dos. Alors, est-ce que cette personne est la performeuse? Est-ce que c'est quoi? C'est un visiteur qui est assis là? C'était ambigu tout ça. Et les gens ont fait toutes sortes de choses dans cette salle. Ils se sont mis devant la caméra. Ils ont essayé de parler à Olivia. Olivia n'interagissait pas avec qui que ce soit. Et là, on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de travail-là dans une exposition comme celle-ci? On voulait l'inclure, mais quel statut a cette vidéo-là? Parce qu'en fait, dans l'exposition, ce qu'on présente ici, c'est chaque jour une journée de captation vidéo. Parce que aussi, pendant la performance, après 1 heure, elle se levait au bout d'1 heure, allait remplacer la cassette vidéo, plaçait la cassette pleine dans un meuble de rangement au mur, et à la fin de l'expo, on avait les 150 heures de performance là, en cassette. Alors, il y avait un moment, une petite rupture, quand tu te levais, puis allait remplacer, tout ça. Alors, c'est intéressant pour moi, comme commissaire, puis tous les gens qui s'intéressent aussi à la performance, qu'est-ce qu'on fait avec ces documents de performance? Puis en fait, ce n'est pas tout à fait un document. Alors, c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est en partie, on a un élément qui faisait partie de la performance qu'on présente, puis aussi c'est un document qui rappelle la performance, mais qui ne peut jamais la capter entièrement parce qu'on ne peut jamais faire ça. C'est sûr qu'on ne peut jamais refaire ça comme ça, la présenter comme elle était, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit, c'est le bas de son dos. Alors, les gens peuvent aussi écouter dans chacune de ces cassettes qui jouent là, sur les sons, c'est-à-dire les commentaires des fois que les gens lui faisaient, ou les bruits, ou enfin, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Alors, c'est simplement pour vous communiquer ça, que ces choses-là sont là, qu'elles ont un peu un statut ambigu et on les laisse exister comme ça. Parce que Olivia, puis il y en a une deuxième dehors, mais je ne vais pas toute la décrire, qu'elle a fait au Centre Clair. Mais peut-être que ce que j'aimerais peut-être t'entendre parler, je voudrais que tu parles un petit peu de ce rapport entre vidéo-performance, quand la performance est en direct. Tu comprends? Ouais. Moi, ce que je trouve, moi, ce qui m'intéresse encore dans cette performance-là, en fait, pas dans la performance, mais dans le résultat de la performance, les 150 cassettes, c'est justement ce rapport-là à cette expérience-là qui était d'une durée exagérée, qui était une expérience
pour moi, en tout cas, gigantesque. Dans la galerie, il y a des gens qui m'ont touché, qui m'ont crié dessus, qui m'ont écrit des lettres. Tu sais, c'était tellement chargé, toute cette expérience-là, qu'il y a quelque chose de vraiment particulier d'être amené à cette image vidéo-là, carrée très serrée sur mes fesses, sur le banc d'exposition, d'avoir le son, mais qu'il y ait énormément de l'expérience qui soit retranchée. Donc, tout ce qui s'est passé est condensé dans ce cadre-là, dans la cassette mini-DV. On a des indices avec le son. On entend d'ailleurs les autres œuvres, on entend un peu l'expo. On a des indices du contexte, mais on est privé, en fait, de plein de choses. De la même manière que dans Your Piece, on est privé des mots. Encore là, on est privé d'une vue globale, totale de ce qui s'est passé. Puis ça, c'est quelque chose qui est dans toutes les œuvres, qui est dans le travail, puis que je trouve intéressant dans le résultat, donc dans le meuble avec ces cassettes-là. C'est pour ça que pour moi, ça dépasse un peu le document. Je ne sais pas si c'est une œuvre en soi ou non. Je pense qu'en fait, cette question-là, personnellement, ne m'intéresse pas tant que ça, mais je trouve que c'est plus un document dans le sens où ça pose cette question-là, de quand on est privé d'une grosse partie de ce qui s'est passé dans une situation ou dans une image, ou comment, comme spectateur, on remplit les vides, ou qu'est-ce qu'on comprend de ce à quoi on a accès, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec le peu d'informations qu'on a. C'est intéressant, c'est qu'à travers l'écoute de ces cassettes-là qu'on peut faire là, avec des écouteurs, il est question de réception de l'œuvre. Et cette réception-là, elle peut seulement nous être communiquée à ce moment-là, en ce moment-là. Et ça, c'est intéressant. La performance parlait de réception de l'œuvre. La performance prenait mon processus de travail normal, performance avec la vidéo, l'ouvrait puis le rendait accessible au public. Bon, ben, qu'est-ce qui arrive si quand je performe devant la vidéo, ben, les gens peuvent passer puis me parler, puis comment tout ça cohabite? Donc, de la même manière que la caméra est posée pour intégrer mon corps, l'image vidéo, puis le spectateur, ben là, tout ça était mis en présence dans une seule pièce. Je pense qu'on va aller de l'autre côté pour la dernière. Il y a 3 arrêts dans notre... Bon. Là, on se retrouve dans la salle où est femme allongée et mouchoir. D'une part, je voulais un peu parler aborder la mise en espace, la juxtaposition des œuvres. C'est sûr que c'était le cas dans la salle, la première grande salle. Mais ici, c'est vraiment pas évident de mettre en espace une exposition uniquement de vidéos, j'avoue, hein, parce qu'on conçoit le placement des œuvres et puis après, on commence à faire des tests et à projeter, puis ça ne marche plus. Ou ça marche, je veux dire, là, on se dit, quelle taille, on pensait le projeter de cette taille-là, est-ce que cette œuvre-là, je veux dire, à un moment donné, on voulait mettre une autre œuvre ici, on s'est rendu compte, ça va faire beaucoup trop, ça ne marchera pas, il y a trop de lumière, la luminosité de la vidéo, je veux dire, tout ça, c'est des choses vraiment intéressantes qui, en même temps, c'est intéressant de ne pas les dissimuler puis en discuter ouvertement. Parce que c'est pas comme des objets dans l'espace, hein, c'est très différent. Alors, parce que la taille de la projection et la luminosité a un effet sur comment on peut mettre en espace. Hein. On a bien vu ça dans l'autre salle. Alors voilà, mais ici, on avait quand même prévu de juxtaposer Mouchoir, qui est à ma droite, et cette œuvre-là, et je trouve que c'est une très belle juxtaposition où ça fait ressortir le travail de l'horizontalité, un travail formel dans le travail de Olivia. Hein. On pourrait beaucoup parler de composition, de cadrage et tout ça. Je ne sais pas si on a le temps de faire ça, mais je veux dire, il y a une grosse préoccupation, une préoccupation importante pour la ligne, si on veut, d'une certaine manière. Alors ici, c'est très intéressant parce que quand on entre dans la salle, selon le moment, on se retrouve avec une projection, des aboiements de chiens, entre autres, des hennissements de cheval, mais aussi ces mouchoirs
Parfois, c'est une pleine image et parfois aussi la main passe et puis parfois, ça correspond au moment où la femme est allongée. C'est très beau, là, tout à l'heure où j'ai vu le drap là, qui respire à la toute fin et puis la main qui vient prendre un mouchoir et tout ça. Donc, mais les rapports ne sont pas que formels, hein, bien sûr. C'est sûr qu'ici, tout le sujet de la mort est très présent, hein, qui d'ailleurs est aussi un peu présent dans le travail en général. Et peut-être tu voudrais un peu parler de ça. Et d'ailleurs, Marina, avec qui je travaille, m'a parlé de ça quand elle avait regardé tes vidéos. Elle a dit, oui, il y a beaucoup de questions de mort dans ce travail-là. Et puis, mais ici, c'est une œuvre beaucoup plus récente et où c'est plus Olivia, bien sûr. C'est une œuvre qui dure 12 minutes, mais qui est quand même dans la longueur, hein, et aussi qui a une structure narrative, hein. Il y a quelque chose qui se déroule dans cette vidéo et il y a du montage, des jeux de caméra, donc elle a délaissé le plan séquence, de toute évidence, hein, si on ne l'a pas compris. Pour l'instant. Hein, pour l'instant. Et il y a surtout, enfin, entre autres, il y a beaucoup d'affect dans cette œuvre-là, ce qui était assez absent d'une certaine manière. De cette manière-là, c'est pas dans le travail du plan séquence. On est confronté à une personne qui est en partie cadavre, femme allongée, qui est aussi, il y a une dimension médicale à la chose. Il y a des regards très, très chargés. Et puis, tout d'un coup, tu apparais et t'apparais dans cette vidéo et avec un Polaroid et tu prends cette photo, ben, tu en prends deux en fait. Et il y a aussi la présence de ce petit Polaroid au mur là-bas, qui est un peu à côté comme ça, dans l'obscurité, quand l'image est moins lumineuse. Il y a parfois des gens qui l'ont raté en fait. Voilà. Alors, mais ça va, c'est comme ça. Alors, peut-être tu pourrais un peu parler de ça, affect. Ben oui, il y a de l'affect ici, puis il n'y en avait pas avant. Pour moi, l'affect, c'est quelque chose qui est soumis à la perception de la même manière que l'image est soumise à la perception. Les relations entre les corps, entre les individus, c'est quelque chose qui fait appel à notre perception de manière un petit peu différente, peut-être qu'avec le visible, avec l'objet, l'animal, le corps, mais tout de même, il y a des questions de combien de sens il y a dans une seule situation, combien de réalités peuvent se combiner à l'intérieur d'une scène. Puis avec le montage, j'avais la possibilité de travailler sur quelque chose comme ça qui n'était pas visible, sur une situation, sur des liens entre des protagonistes, sur le passage d'un corps dans les mains d'une personne à une autre. Puis ça m'intéressait parce que je ne l'avais jamais fait. En fait, premièrement, ça m'intéressait tout simplement parce que pour moi, c'est un peu la continuité. Si je m'intéresse à la manière dont on perçoit les choses visibles, ça me semble normal que je m'intéresse à la manière dont on perçoit les choses qui sont intangibles. Donc, pour moi, le montage permettait ça. Il permettait aussi de travailler avec plusieurs sens, comme je le fais peut-être dans les plans séquences, dans les plans fixes, où j'essaie de condenser des possibilités de sens dans un même cadrage. Avec le montage, j'avais la possibilité de faire des associations d'idées, donc de mettre en lien des sens adjacents, communs, différents, peut-être des fois contradictoires, les uns avec les autres dans la suite d'images. Puis aussi, finalement, pour moi, le montage, c'est une des qualités du médium de la vidéo, puis c'est une des qualités du médium que j'avais jamais exploré. Puis j'avais envie de faire ça de la même manière que je me suis intéressée au cadre, à la durée, à la composition. Pour moi, la coupe, c'est quelque chose aussi qui est propre au médium, puis que je voulais
prendre en charge d'une certaine manière. C'est une manière de continuer d'explorer le médium. La coupe, puis la possibilité de mettre en scène plusieurs corps aussi, ce qui me permettait, ce qui était possible avec la manière dont on a travaillé, dont on a filmé la scène. C'est parce que chaque fois que je vois ces deux hommes-là, je me demande qui passent de cette pose où ils reposent l'un sur l'autre et là où ils sont... c'est difficile de déterminer quel est leur regard, la nature de leur regard. Il y a toujours cette ambiguïté-là pendant toute la vidéo, en fait. Donc, on est laissé, finalement, à la fin, un peu perplexe. Tandis que, ça, c'est pas une chose qui est comme ça, cette image-là, qui est vraiment une image peu commune, en fait. Bien, complètement. Puis c'est ce que j'aimais de cette pose-là, qui était trop étrange pour qu'on se laisse aller à la sensiblerie, qui est comme quelque chose qui peut être à la fois lu comme quelque chose de touchant, mais aussi de complètement incongru, puis qui place la relation entre les hommes dans une zone qui est vraiment peu claire pour nous. Puis le fait que j'apparaisse pour photographier le corps, c'est parce que je fais tout ce tournage-là autour du corps d'une femme. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'ironie là-dedans parce que j'ai bien sûr travaillé à la représentation du corps de la femme dans les œuvres précédentes. Puis en passant derrière la caméra, bien, je fais juste prolonger cette tradition-là en continuant de reproduire, de représenter le corps de la femme. Puis c'est une ambiguïté de ma position que je reconnais. Puis que j'avais envie de souligner dans cette œuvre-là. Donc, dans cette œuvre-là, il y a moi, l'artiste, qui prend en photo le corps de la femme, qui le représente, qui participe à cette culture-là ou à cette tradition-là, de la même manière que j'essaie de la faire sortir un peu de ce qu'on connaît d'elle, ou en tout cas de la remettre en question. Mais on se trouve un corps qui est vivant et un corps qui semble avoir une absence de vie, en fait. Bien, en fait, ce qui se passe pour moi dans la vidéo, c'est qu'il y a une distinction entre la conscience et le corps de la femme. Dans la vidéo, on s'adresse à son corps pratiquement uniquement, très peu à sa conscience. Puis c'est cette tension-là que j'avais envie de mettre en scène. La conscience de la femme, elle est clairement présente. Là, j'en fais pas abstraction. J'en fais pas mal moins abstraction, en tout cas, que dans une œuvre comme dans Peinture, où la tête est retranchée. Là, la tête est bien présente. Par contre, les protagonistes ne s'adressent pas à sa conscience, on s'adresse à son corps. Puis j'avais envie d'ouvrir cette réalité-là, cet état-là du corps, qui est un état qui existe, qu'on va tous expérimenter à un moment ou à un autre, qu'on a déjà expérimenté, puis pas seulement par la maladie, mais par toutes sortes de situations où on s'adresse à notre corps et non à notre conscience. Puis j'avais envie d'ouvrir cette chose-là, puis de le montrer, tout simplement, ou de le représenter. Est-ce qu'il y aurait des questions? Des commentaires? C'est les 3 points. Oui. Mm-hmm. Oui. Non. C'est ça. Quand je dis justement que pour moi, l'affect, il est là, il est dans le lien entre les corps, dans le lien entre les personnes. Puis ça, c'est là. Et puis ça, c'est là où il y a une place pour nous, comme spectateurs, d'essayer de comprendre, puis de placer... de comprendre, de percevoir cette intersubjectivité-là, puis les différents sens qu'il y a entre les différents protagonistes. Pour moi, l'affect, il est là, dans l'intersubjectivité entre les corps. Ben, oui, tu as compris. Oui, il disait qu'il n'y avait pas accès à l'intériorité. Ouais. Ben, on ne peut que le deviner, je veux dire. Et puis, il y a des regards qui le laissent deviner. On le devine ou en fait, on le remplit. C'est parce qu'on on prend la place de leur intériorité parce que justement, on n'a pas cet accès-là. De la même manière, je reviens à Your Piece, où on n'a pas les mots.
on prend la place de cette femme-là, on lui met les mots, on raconte l'histoire, ou en fait, puis c'est pas nécessairement une manière de réduire l'œuvre, sinon que d'en multiplier le sens, parce qu'il y aura autant de compréhension qu'il y aura de personnes devant l'œuvre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de références à la peinture dans ton travail, peinture classique, des références, mais je pense que c'est là avec évidence, hein, dans ce travail-là. Oui, pour ce travail-là, je me suis intéressée au théâtre d'anatomie, donc à ces manières-là qu'on avait de représenter le corps comme un objet scientifique, comme un objet qu'on découvrait. Donc ça a été une des... Il y a de nombreuses pistes qui m'ont mené là, mais c'est une des couches de référence, certainement. Puis dans l'iconographie chrétienne et tout ça, du lavement du corps, laver les pieds du Christ, en fait, tout ça, c'est... Non, mais il y a une iconographie, là, quand même, chrétienne qui est sous-jacente, sans être nécessairement, tu fais des références... non, mais même consciemment, mais inconsciemment, cette iconographie est présente. Là. C'était là consciemment et inconsciemment. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose? On pourrait parler, il y a plein d'autres sujets que je n'ai pas abordés, mais ça fait presque 1 heure, alors je me dis que vous avez peut-être quelque chose à dire. Voilà. Moi, c'est 2... oui, pardon. Ouais. Oui. Oui, là, c'est d'ailleurs un autre aspect qui est nouveau dans le travail puis qui est un peu déstabilisant pour moi, c'est le fait de diriger les gens, ce qui est le cas avec la performance, là, on ne s'en cachera pas, mais qui est un peu différent. Donc, oui, c'est diriger. J'essaie tout le temps de ramener ça à un niveau de jeu qui est un peu le degré zéro, là, qui est commencer par être présent, puis juste parce que vous êtes présent, il y a déjà plein de choses qui se passent, puis c'est déjà suffisant. Donc, ce n'est pas une direction extrêmement élaborée, peut-être, là, mais... Est-ce qu'il y a autre chose? As-tu d'autres commentaires, toi, Olivia? Non, ça va. On vous remercie. Merci beaucoup.